Effectivement, je ne suis pas très familière avec tout ce qui se passe autour du foie. Moi, je serais plutôt un petit peu plus haut de ce qui se passe dans le thymus. Voilà, je bosse plutôt sur les lymphocytes, mais avec donc cette grosse question de l'épigénétique. Et donc Chantal m'a demandé de venir vous faire un petit topo pour essayer d'expliquer l'épigénétique et en quoi c'est un champ d'investigation émergent. Donc, pour moi, et pour le domaine de l'épigénétique, il y a quand même deux grandes questions. Une question assez physique et triviale qui se pose dans le vivant. La première, c'est comment empaqueter 2 mètres d'ADN dans un noyau qui fait environ 1000 micromètres cubes. Et pour vous donner une petite idée, ça serait de l'ordre de mettre 20 km de fil de fer fin dans une balle de tennis. Voilà, donc il y a une compaction d'environ 400 000 fois. Donc ça, c'est quand même une première grande question très physique et mécanique de savoir comment ça se passe. Et ça se passe plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est assez compliqué et c'est un peu plus organisé que ce monsieur qui cherche ces connexions de fils là. La deuxième grande question, qui est plus physiologique et conceptuelle, mais aussi plus complexe en fait, c'est comment arriver à créer des centaines de types cellulaires très spécialisés à partir en fait d'une cellule unique, le zygote. Et en fait, chez l'homme, on a environ 200 types cellulaires différents qui ont tous le même ADN et pourtant qui ont des caractéristiques morphologiques et d'expression très très différentes. Et en fait, chaque cellule exprime un set particulier de gènes. Donc ici, par exemple, est représenté, voilà, les hépatocytes vont exprimer les gènes qui sont ici marqués en rouge, alors que les lymphocytes plutôt ceux qui sont marqués en blanc, les neurones plutôt ceux qui sont marqués en bleu. Même s'ils ont quand même des gènes qu'on appelle de ménage qui sont exprimés dans tous les types cellulaires, la majorité de leurs gènes ont des fonctions très particulières. Et donc la question, pour revenir à une question plus physique et mécanique, comment la cellule fait pour retrouver cette petite partie d'information génétique dont elle a besoin. Donc voilà, pour récapituler les grandes questions, comment mettre 2 mètres d'ADN dans un tout petit noyau, comment maintenir des profils de transcription tissus spécifiques, mais aussi au final, comment réguler des grandes fonctions nucléaires, telles que la recombinaison, c'est ce qui moi m'intéresse dans les lymphocytes, ou la réparation ou la réplication. On voit maintenant que tout ça est très lié. Et ben, tout ça est fait par des mécanismes épigénétiques dont je vais vous parler un peu plus précisément. Mais d'abord, je vais vous introduire la définition un peu empirique de l'épigénétique qui a été expliquée par Robin Holliday et Art Riggs dans les années 90. Et donc, c'est l'étude des changements dans l'expression des gènes héritables à travers les divisions cellulaires qui ne sont pas accompagnés par une altération de la séquence d'ADN. J'aime beaucoup l'autre définition de Denise Barlow, que je vais continuer en anglais, c'est « It's all the weird and wonderful things that cannot be explained by genetics ». Et donc, de l'épigénétique découlent les épimutations, qui sont des changements héritables dans l'expression d'un gène, sans altération de sa séquence. Donc ici, j'ai juste mis un petit panel d'exemples. Donc, de l'inactivation du chromosomique chez les femelles de mammifères, c'est ce que j'ai étudié pendant ma thèse, donc ce qui m'a vraiment fait découvrir le champ d'investigation de l'épigénétique. Mais vous avez aussi les paramutations, dont, grand exemple, les couleurs de maïs. Vous avez la variégation par effet de position, ici les yeux de drosophile qui passent du rouge au blanc. Vous avez donc les patterns de fleurs, etc. Donc tout ça, ce sont dus à des mécanismes épigénétiques. Juste pour dire, la grande différence entre une mutation génétique et une mutation épigénétique, les deux sont des changements héritables au cours des divisions cellulaires, mais une mutation génétique est irréversible, on altère la séquence de l'ADN et on ne peut pas revenir en arrière, alors que la modification épigénétique va être stable au cours des divisions cellulaires, mais quand on en a besoin, ça peut être réversé. Et donc là, il n'y a pas d'altération de la séquence d'ADN. Donc il y a trois grandes catégories de mécanismes épigénétiques. Il y a tout d'abord les ARN non codants.
dont je vous parlerai si j'ai le temps à la fin, mais à mon avis, je n'aurai pas le temps. Il y a l'organisation nucléaire, donc je vais juste dire un petit mot. Et moi, je vais vraiment m'intéresser à l'environnement chromatinien. Je vais revenir pour vous expliquer ce que c'est, avec des modifications d'histones, la méthylation de l'ADN. Et donc, tous ces mécanismes épigénétiques qui se passent dans le noyau de la cellule permettent de compacter l'ADN dans le noyau cellulaire, donc de revenir à comment mettre ces 2 mètres d'ADN dans un tout petit noyau, et permettent de réguler l'expression génique, et permettent d'initier et de maintenir des profils particuliers d'expression des gènes. Donc juste l'organisation nucléaire, je voulais juste revenir sur quelque chose. On a l'habitude de présenter les chromosomes, donc l'ADN, en chromosomes individualisés. Donc ça, c'est au cours de la mitose, où la chromatine est extrêmement condensée, mais où il n'y a pas de transcription en fait, des gènes. C'est vraiment juste pour pouvoir diviser la cellule. Alors que quand on travaille sur l'épigénétique, on travaille plutôt en interphase parce qu'il y a des liens très forts avec la transcription et c'est à ce moment-là, dans le noyau interphasique, que la transcription apparaît. Et donc là, vous voyez non plus des chromosomes individuels, mais vous voyez ces territoires chromosomiques. Donc chaque petite boule de couleur est un chromosome, en fait. Mais vous voyez que la fibre d'ADN est plus décondensée, plus diffuse, même s'il continue quand même à faire des territoires assez individualisés. Mais voilà, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de représenter en chromosomes mitotiques. Et donc, juste pour vous dire que le noyau est hautement organisé, il y a des compartiments nucléaires, les territoires, dont je vous ai montré les territoires chromosomiques qui restent individuels, mais il y a aussi des compartiments nucléaires fonctionnels très distincts. Et si j'ai 3 minutes à la fin du talk, je vous donnerai quelques exemples. Voilà, moi, donc, je vous l'ai dit, je reste plutôt sur vous expliquer ce qu'est la chromatine avec les modifications d'histones et la méthylation de l'ADN en particulier. Donc, qu'est-ce que la chromatine? L'ADN est empaqueté dans le noyau, donc dans un complexe riboprotéique, qui est ensuite empaqueté dans le noyau cellulaire, de façon à donner des territoires chromosomiques. Et donc, elle est enroulée autour de protéines. C'est un octamère protéique qui est formé de 4 paires d'histones. Et donc, chaque unité s'appelle le nucléosome. Donc, c'est 2 boucles d'ADN, 126 paires de bases, avec 8 protéines à l'intérieur, qui sont ces histones. Et ces histones peuvent ont des petites extrémités, vous voyez ici, qui sortent du nucléosome. Et ces histones peuvent être modifiées chimiquement. Donc, on y ajoute des petits groupements qui peuvent être acétylation, méthylation, phosphorylation, ADP-ribosylation, ubiquitination. Et on en découvre quasiment tous les ans, on en découvre une nouvelle. Il y a aussi de la crotonylation, etc. Et il y a aussi des variants d'histones, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, listé, donc il y a acétylation, méthylation, phosphorylation, ubiquitination, et vous voyez qu'en fait, ces différentes modifications, donc sur les différentes histones, H2A, H2B, H3 et H4, il y a aussi H1, mais H1 en fait qui permet de faire le lien entre les nucléosomes, qui est un petit peu différent. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de résidus, et notamment des lysines ou des arginines, qui sont donc modifiés. Et chaque lysine particulière et modification particulière correspond soit à un état de la transcription des gènes plutôt actif, soit à un état de la transcription des gènes plutôt répressif. Et en fait, ces modifications d'histones corrèlent fortement, mais elles ne déterminent pas forcément, mais elles corrèlent très fortement avec le statut transcriptionnel des gènes. Et donc ces combinatoires, acétylation, méthylation, des combinatoires spécifiques au niveau d'un gène, vont maintenir un état soit permissif à la transcription, ce qu'on appelle le chromatine. Et ici, ce qu'on peut voir en microscopie électronique, ici vous avez un noyau cellulaire et vous voyez il y a des parties très claires et des parties très foncées. Les parties très claires, c'est de l'ADN, c'est de la chromatine décondensée et c'est le chromatine. Donc on peut y avoir transcription des gènes, alors que ces régions très foncées sont très condensées. L'ADN, la chromatine est très condensée. Et là, c'est l'hétérochromatine qui correspond à un statut transcriptionnel plutôt silencieux. Donc, c'est jamais 100% des cas, c'est jamais tout noir ou tout blanc, mais c'est plutôt ça. C'est plutôt du gris très clair ou du gris très foncé. Et donc, en fait, ces modifications d'histones, elles permettent le recrutement des facteurs soit de transcription, soit des facteurs répresseurs de la transcription. Et donc, ça permet vraiment de garder en mémoire l'état transcriptionnel du gène, soit permissif, soit répressif.
Et donc, c'est vraiment stable au cours du cycle cellulaire parce qu'en fait, au moment de la réplication de l'ADN, bien en fait, ces histones qui sont modifiées, elles sont réincorporées. Et donc, il y a cette espèce d'état chromatinien qui reste émis en mémoire, qui reste à moitié en mémoire. Et donc, cette demi-mémoire permet de rappeler les enzymes pour remodifier. Les nouvelles histones, parce qu'évidemment, il faut réincorporer la moitié des histones. Donc voilà, c'est comme ça que les histones peuvent être stables. Elles restent au contact de l'ADN au cours de la réplication et elles rappellent les facteurs modificateurs pour les nouvelles histones incorporées. Donc, ces modifications d'histones sont des médiateurs de l'accessibilité chromatinienne, de l'accessibilité à l'ADN pour pouvoir transcrire les gènes. Elles sont des plateformes pour des facteurs protéiques. Qui peuvent être des modificateurs directs de la chromatine, mais qui peuvent être aussi des lecteurs de la chromatine, donc comme j'ai dit, soit des facteurs de transcription, soit des facteurs répresseurs. Et elles sont donc porteuses de la mémoire cellulaire de l'état transcriptionnel d'un gène. La deuxième modification épigénétique dont je voulais vous parler, qui a été en fait la première à être découverte, c'est la méthylation de l'ADN qui a été découverte dès les années 60 et décrite plus dans les années 70. Donc c'est là, au niveau de la cytosine, donc des bases C de l'ADN. En fait, on peut y accrocher un petit groupement méthyle grâce à une méthyltransférase, une ADN méthyltransférase qu'on appelle les DNMT. Et dès 1975, Holliday et Riggs, ceux qui ont porté la définition de l'épigénétique, ont postulé que cette méthylation de l'ADN affecte l'expression des gènes et que des enzymes qui reconnaissent l'hémiméthylation pourraient permettre le maintien stable. Donc pareil, quand on réplique l'ADN, le nouvel ADN n'est pas encore méthylé, mais l'ancien brin est méthylé. Il va pouvoir rappeler une ADN méthyltransférase pour pouvoir reméthyler le nouveau brin. Et effectivement, lorsque les régions, surtout les régions promotrices, les promoteurs ou les îlots CPG ici, sont méthylés, on se rend compte que les gènes sont réprimés. Et ça, c'est très, très stable. C'est la marque épigénétique la plus stable que, pour l'instant que l'on connaisse. Mais de la même manière, ça peut être réversé quand on en a besoin. Et c'est notamment au moment de la formation du zygote. Donc, voici un peu comment ça se passe. Donc, il y a les de novo DNA méthyltransférases ici, donc qui vont créer un nouvel état de la méthylation. Et puis ensuite, au cours de la réplication, il va y avoir les méthyltransférases de maintenance, donc DNMT1, qui a été la première à être en fait découverte par Tim Bester. Donc, qui permettent effectivement de lire l'hémiméthylation sur seulement un brin et puis après de remettre la méthylation sur l'autre brin. Et en fait, DNMT1, donc, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment essentielle pour le développement embryonnaire. S'il y a une mutation dans cette méthyltransférase, l'embryon c'est létal pour embryonnaire. Et donc, il y a vraiment une expression stable des gènes méthylés. Et donc, quelles sont les régions méthylées? Donc, je vous l'ai dit, il y a les promoteurs des gènes. Donc, quand ces promoteurs sont méthylés, eh bien, il y a une répression transcriptionnelle très forte. Il y a au cours des... c'est comme ça que ça a été montré. Les gènes soumis à empreinte parentale, donc où un seul des deux allèles est exprimé en fonction si cet allèle est maternel ou paternel. Eh bien, il y a les régions régulatrices au milieu de ces régions empruntées qui peuvent être méthylées ou non. Et il y a aussi à l'intérieur des gènes des régions intragéniques qui peuvent être aussi méthylées. Et là, par contre, la transcription peut passer outre, même s'il y a de la méthylation. Autant quand on méthyle le promoteur d'un gène, c'est répresseur, mais quand c'est à l'intérieur d'un gène, la transcription peut quand même se passer. Et c'est aussi très important pour pouvoir réprimer. Nous avons des milliers et des milliers d'éléments transposables dans nos génomes. Et donc ils peuvent sauter d'une localisation génomique à une autre. Et donc ça, évidemment, si ça saute dans un gène essentiel, ça peut créer une mutation et faire des maladies. Donc il faut vraiment les garder silencieux. Et donc vraiment, la méthylation de l'ADN, c'est très important pour ces mécanismes. Donc Chantal m'a demandé de vous parler de l'épigénétique en tant que champ d'investigation émergent. Et en fait, je voulais vraiment revenir sur cette épigénétique. Ça fait grosso modo 20 ans seulement, au final. C'est assez récent comme concept, que vraiment on fait des découvertes tous les ans, même tous les 6 mois, même tous les 3 mois. Il y a vraiment dans des journaux des
des avancées très importantes. Et c'est vraiment dû, bien sûr, aux réflexions des chercheurs, mais aux avancées technologiques et notamment au séquençage à haut débit. Alors juste ici, juste pour vous rappeler qu'en l'an 2000, donc quand le génome, dans les années 2000, notamment quand le génome humain était sorti, c'était 10 ans de travail, c'était des millions et des millions de dollars. En 2005, déjà, le séquençage d'un génome d'un mammifère, donc d'un gros génome, c'était seulement 3 ans, et puis bon, ça commence à devenir un peu moins cher, c'est quand même toujours environ 20 millions de dollars. Et après, Monsieur Watson a séquencé son génome en 4 mois pour 1,5 million. Et ici, là, après, il y a eu toute une ère depuis le début, depuis 2008-2009, toute une ère vraiment de séquençage, et notamment dans le cancer, de séquençage de nombreuses tumeurs. Et là, dans les années 2010, c'était 1 mois pour séquencer. Et maintenant, on peut le faire un peu plus de quelques heures, mais pas loin. Et donc, voilà. C'est bientôt, ça sera peut-être, voilà, on pourra le payer de notre poche et en 20 minutes, qui sait, ça serait bien. Mais donc vraiment, et ça, le séquençage des génomes, même si nous, là, je vous parle d'épigénome, le séquençage des génomes a vraiment été à la base de pouvoir vraiment étudier l'épigénomique, donc vraiment à l'échelle du génome entier, et plus seulement à l'échelle d'un petit gène, du petit gène qu'on étudie. Donc cette slide est très compliquée, mais donc je voulais refaire le même timescale environ. Enfin, je repars de plus loin. Je repars du XVIIIe siècle, où c'est là où pour la première fois Fleming a pu observer la chromatine, et où l'épigénèse là avait été définie comme des mécanismes de développement. Donc avec Épi qui est vraiment le développement et Genèse pour la génétique, etc. Donc ensuite il y a Waddington qui est très très important. C'est lui qui a en 1957, donc en 1953, Watson écrit que l'ADN. En 1957, Waddington pense à ce petit cartoon ici, je ne sais pas si vous le voyez. C'est vraiment le paysage épigénétique comme il le disait. Et donc en fait c'est les décisions qui sont prises au cours du développement pour pouvoir fabriquer les différents types cellulaires. Donc c'est vraiment lui qui a vraiment eu cette idée de se dire qu'on vient d'une seule cellule, le zygote, mais qu'en fait, après, quand cette cellule se divise un petit peu, chaque cellule va pouvoir prendre son envol, et pourtant elle a le même ADN. Donc il y a quelque chose au-delà de l'ADN. C'est ça en fait. C'est l'idée qu'il y a quelque chose au-delà de l'ADN. L'ADN, c'est un livre, mais il lui faut des marque-pages, il lui faut des points, il lui faut des chapitres, il lui faut pas mal de choses. Et donc, dans les années 60-70, donc, il a découvert de la méthylation de l'ADN, des modifications des histones. Et après, finalement, c'est juste en 1996 que vraiment on trouve les premières enzymes qui modifient la chromatine. Et c'est vraiment le début des études poussées. Donc là, il y a eu un gap. Et là, depuis 1996, c'est une explosion. Donc voilà, 1996, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a 20 ans. Et donc en 20 ans, là, il y a eu après toujours les autres enzymes. Donc ici, c'était pour l'acétylation, ensuite pour la méthylation en 97. En 97 et en 2000. En 2001, il y a Dave Alice et Thomas Yenovan qui ont écrit ces papiers assez fondateurs pour nous, le code des histones, c'est-à-dire cette combinatoire de différentes modifications d'histones qui permet vraiment de faire des paysages transcriptionnels différents et spécifiques de gènes ou de régions génomiques. Et le début des thérapies épigénétiques qui ciblent la méthylation des histones, c'est 2004. Donc, et en 2004 et 2006, les premiers inhibiteurs de modification épigénétique, un inhibiteur de la méthylation de l'ADN et un inhibiteur d'une histone déacétylase, donc qui font tous les deux la méthylation de l'ADN, et c'est une marque répressive. L'acétylation des histones, c'est une marque permissive à la transcription. Et donc, il y a eu des inhibiteurs qui ont été approuvés par la FDA, et donc on a pu rentrer dans des protocoles vraiment pour faire des thérapies épigénétiques pour soigner les cancers. Donc ça, je pense que c'est vraiment très très important, et ça a été très très vite en fait. Et en 2007, c'est les premiers profils chromatiniens à l'échelle du génome entier.
Donc voilà, ça fait à peine 10 ans que maintenant on séquence des épigénomes, donc on regarde les différentes marques chromatiniennes. Je vais y revenir, mais en 2015, le NIH Roadmap Consortium vient de publier 111 épigénomes humains de référence, adultes, embryons, cellules normales, cellules cancéreuses, mais je vais revenir là-dessus. Donc vraiment, c'est un champ émergent parce qu'en fait, on peut dire que c'est 1996 le début vraiment des études à large échelle. Donc il y a encore plein de choses à faire, même si ça sort, comme je vous ai dit, tous les mois, dans tous les sens. Et donc, vraiment, c'est la technologie aussi. Dans les années 1900, on avait la microscopie, après, dans les années 60-70, on avait toujours des choses très microscopiques, puis la PCR. Et puis là, vraiment, dans les années 2000, on avait les microarrays. Et maintenant, on a le Next Generation Sequencing. Et là, donc, on séquence et on séquence tout, même parfois peut-être trop à tout va avant d'avoir sa question biologique, on séquence. Donc les techniques, ici, c'est une des techniques pour voir la méthylation de l'ADN qu'on appelle Methylated DNA Immunoprecipitation, ou MEDIP. Et donc en fait, on prend l'ADN, on prend les cellules, on extrait l'ADN, on sonique pour avoir des petits fragments d'ADN, on dénature l'ADN et on utilise un anticorps qui reconnaît la méthylation de l'ADN. Donc on pull down ces régions et ensuite, soit on peut faire des microarrays, par exemple si on a deux conditions différentes, soit on séquence. Et donc, on a des profils comme ça. Ici, vous avez des profils de méthylation. Donc, ici, vous avez les gènes. Et ici, donc, vous avez des pics de méthylation. Et donc, voilà, comme ça, on visualise les régions méthylées dans le génome. Pour les modifications d'histones, c'est quasiment la même chose. On est obligé de cross-linker là, parce que ce n'est pas seulement l'ADN. La méthylation de l'ADN, c'est vraiment l'ADN. Ici, c'est la chromatine. Donc, on cross-link les protéines autour de l'ADN avec l'ADN. Pareil, on fragmente. Et de la même façon, on pull down avec un anticorps pour la modification d'histone d'intérêt. Ensuite, on n'a plus besoin de cette modification d'histone. Une fois qu'on a vraiment récupéré que la fraction de chromatine qui nous intéresse, on peut relâcher l'ADN pour séquencer cet ADN. Et donc, c'est pareil. Ensuite, on map sur le génome. Et donc, on a ces profils de modification des histones. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Pardon, c'est pas très clair. Donc, le premier exemple, ici, les deux premières lignes, ce sont deux marques permissives pour la transcription. Donc, ici, vous le voyez. Et ici, ça correspond en fait à des gènes. Voilà, ici vous avez un gène, ici vous avez un gène. Et ces deux marques-là, elles, par contre, sont des marques répressives. Donc vous pouvez voir qu'elles sont opposées, antinomiques. Donc là, des gènes, sans doute, ces gènes-là sont exprimés, alors que sans doute, ces gènes-là sont réprimés parce qu'eux, ils ont des marques répressives. Et ici, c'est juste pour vous montrer, ici, c'est la marque, une modification d'histone répressive, et ici, c'est la méthylation de l'ADN. Donc vous pouvez voir que la région d'enrichissement, c'est la même parce que toutes les deux, ce sont des marques de répression de la transcription. Donc voilà, et donc on a ces cartes à l'échelle du génome entier, ces cartes de modification d'histone et de méthylation de l'ADN. Donc ça, je vais passer parce que c'est un petit peu... Et donc là, je voulais maintenant vraiment vous présenter deux consortiums internationaux. Donc le premier, donc, comme vous pouvez le voir, il concerne les États-Unis, mais aussi l'Europe, mais aussi l'Australie et le Japon et la Corée du Sud. Et donc, c'est le International Human Epigenome Consortium. Donc, il voulait vraiment regarder des épigénomes humains à des états, enfin vraiment à des états cellulaires vraiment clés pour donc, des individus sains, mais aussi dans le cas de maladies. Donc, ils veulent faire environ 1000 épigénomes en 7 à 10 ans, avoir vraiment les modifications des histones à une haute résolution, également la méthylation de l'ADN, également aussi vraiment toute la transcription, pour voir vraiment quelles sont les différences de transcription entre un état normal et un état pathologique. Et donc, ils veulent aussi, donc, ça, les ARN non codants, dont je vous ai dit, c'était un des mécanismes épigénétiques, donc ils veulent aussi regarder ça. Et ils veulent aussi regarder ces cartes et les comparer avec des organismes modèles, donc souvent la souris ou des modèles cellulaires, ou même la drosophile ou le poisson zèbre, qui sont aussi deux grands modèles, qui, mine de rien, ne sont pas si différents de nous.
Et donc, il y a celui-là dont je vous ai déjà parlé, le Roadmap Epigenomics, donc, qui a été créé par le NIH. Donc voilà, avec des laboratoires à San Francisco, Los Angeles, Texas, New York, Boston, etc. Et donc vraiment s'intéresser à la méthylation de l'ADN, s'intéresser aux modifications des histones, s'intéresser aux ARN non codants, etc. Et donc je vous le disais, soit que ce soit chez l'adulte ou dans l'embryon, et que ce soit dans des états normaux ou des états pathologiques. Donc là, ils ont tout un tas et puis différents organes, donc le cerveau, le sein, le foie, les poumons, les muscles, etc. Le thymus, la moelle osseuse, etc. Et donc là, ils ont, donc chaque petite ligne ici, c'est une modification de l'histone, ou alors la méthylation de l'ADN, ou les ARN non codants, etc. Donc, et donc là, ils ont publié l'année dernière dans Nature une analyse intégrée de 111 épigénomes humains de référence, donc avec ces adultes. Une petite minute, Julie. Ouais. Oui, j'y suis. J'y suis dans 2 minutes. Donc, je voulais juste des petits exemples, épigénétique et cancer. Donc, en fait, il y a de plus en plus de connexions entre le cancer et l'épigénétique. Et vraiment, on se rend compte qu'il y a un rôle clé des modificateurs épigénétiques dans le cancer. Et comment? Parce qu'il y a des mutations. Alors, ça peut venir de mutations génétiques dans des modificateurs de la chromatine. Donc, en fait, il y a cette mutation génétique en amont, mais au final, qui va engendrer à l'échelle du génome entier des différences vraiment de transcription de centaines et des centaines de gènes, parce que du coup, les paysages épigénétiques vont être complètement modifiés. Et donc, il y a des changements, et notamment de la méthylation de l'ADN. Et on sait qu'une hypométhylation de l'ADN maintenant est vraiment en jeu dans un grand nombre de cancers. Et ici, ce que vous pouvez voir, c'est juste une petite partie de selected genes, donc vraiment des gènes sélectionnés, qui ont une hyperméthylation ou une hypométhylation dans des cancers humains. Donc vous voyez, c'est une liste non exhaustive, dirons-nous, donc il y en a pas mal. Et donc ici, juste pour représenter, donc effectivement, ça serait un profil de méthylation de l'ADN dans une cellule normale, donc ici hypométhylation, donc là transcription du gène, même si il y a de la méthylation à l'intérieur du gène, comme je vous l'ai dit, tant que le promoteur n'est pas méthylé, le gène peut être transcrit, alors que celui-ci, eh bien là le promoteur est méthylé, donc il n'est pas transcrit, et dans une cellule cancéreuse, ça peut être complètement réversé. Donc le gène qu'il ne faut pas et qu'il faudrait être exprimé n'est pas exprimé, alors que le gène qu'il faudrait réprimer est exprimé. Ça, c'était aussi juste un exemple, moi, qui m'intéresse plus parce que c'est dans les cellules hématopoïétiques. Mais vraiment, encore une fois, il y a beaucoup de maladies hématopoïétiques et des leucémies notamment, qui ont été montrées maintenant comme dues à des changements de méthylation de l'ADN, vraiment. Donc, on ne touche pas, on ne fait pas une mutation génétique dans un gène. C'est juste que son environnement épigénétique est différent. Donc, soit il va être exprimé de manière aberrante, soit il va être réprimé alors qu'il devrait être exprimé. Et donc, il faut vraiment voir maintenant le cancer non seulement en termes de génome, c'est-à-dire des aberrations chromosomiques, des changements de nombre de copies, des insertions ou des délétions, des translocations, des mutations, mais il faut aussi toujours penser que si on ne voit rien de tout ça, il faut peut-être regarder ce qui se passe à l'échelle de l'épigénome. Et donc, de regarder de l'hypométhylation. Souvent, c'est l'hypométhylation à l'échelle du génome entier. Pour les hyperméthylations, c'est souvent beaucoup plus focalisé sur un gène d'intérêt, un gène qui serait un master gène, qui serait une hyperméthylation, un gène suppresseur de tumeur, par exemple. S'il est hyperméthylé, ce gène suppresseur de tumeur, il est réprimé, et donc la cellule peut éventuellement devenir une cellule tumorale. Donc, il faut vraiment Julie, tu ne vas plus avoir de temps pour des questions. C'est bon. Il faut que tu conclues. J'ai fini. Je conclus, voilà. Très bien, je conclus que voilà, je suis très contente d'être avec vous et je monte mon équipe à l'Institut Cochin, donc sur l'épigénétique et dans la recombinaison VDJ et les lymphocytes T. Voilà, merci.